usité et précieux dans le processus de médiation, hein. Se reconnaître mutuellement les uns les autres, mais d'abord et avant tout se reconnaître soi-même, afin de mieux se connaître et de se connaître en profondeur et en subtilité, et principalement dans le champ relationnel, puisque, pour rappel, pour moi, cette approche de la médiation m'a fait vraiment rencontrer profondément et de façon très ouverte, euh, très prononcée en conscience, sur les aspects de la relation, l'art de la relation. Pour moi, si on me demandait de définir en quelques mots, voilà, ce qui était pour moi la médiation humaniste, c'est vraiment l'art de la relation. Voilà, alors en plus en tant que aspect artistique, pour moi, est un terme, l'art, très ouvert, et on peut le retrouver dans beaucoup de champs disciplinaires. C'est aussi une façon d'aborder, un état d'esprit, une manière d'aborder une discipline. Voilà, en tout cas. Alors, je vais... Comment va se passer ce podcast? J'avais évoqué que je voulais témoigner comment se passaient ces séminaires de formation. Alors, j'utilisais le terme de formation de manière pratique, mais on était bien au-delà de la formation, euh, puisque c'était avant tout des explorations, des expérimentations, des prises de conscience, et ça au sein d'un groupe commun, collectif. C'était surtout des rencontres avec soi et avec les autres dans ce qui, comme point de départ, souvent est mis en avant par rapport à la médiation, cette notion de conflit, de conflit personnel qu'on peut avoir à travers soit des situations, au sein de situations avec d'autres personnes, et comme bien souvent beaucoup de choses commencent déjà par nous-mêmes. Cette approche de médiation humaine, évidemment, son, je pourrais dire, un de ses aspects de cœur, c'est la communication. Et communiquer, c'est bien aussi mettre en commun, hein. Et on peut l'entendre aussi comme unique. Nous sommes chacun unique. Et voilà, c'est tous ces aspects que j'ai pu rencontrer. Donc je vais vous évoquer un petit peu les étapes, comment se passaient ces week-ends. C'était sur 2 jours. Et en même temps, voilà, vous partagez cette expérience qui a été transformatrice pour moi, voire plus même. En tout cas, très révélatrice et transformatrice. Et c'est un chemin à continuer. Aujourd'hui, oui, parfois je peux m'étiqueter médiateur, mais pour moi c'est au-delà d'une étiquette. C'est une, c'est une posture dans des contextes donnés, hein, un rôle, une fonction qu'on peut avoir. Ensuite, je dirais que c'est une posture dans nos relations. Et puis, c'est un état d'esprit intérieur aussi qui nous permet de vivre les relations avec toute sa complexité et ses différents prismes et aspects. En tout cas, que la relation peut nous révéler, puisque j'ai coutume de dire que tout est relation. Voilà, donc relation avec soi-même, avec ce qui nous constitue. Là, je refais un peu une sorte de synthèse personnelle, hein, de ce qui nous constitue, de ce qui nous traverse en nous, à travers notre corporalité, par exemple, essentielle, puisque ce sont nos outils d'appréhension du monde, hein, de lecture du monde. Donc sensation, évidemment, émotion, qui d'ailleurs est un champ d'exploration, entre guillemets, je mettrais la cible principale, hein, de cette approche de la médiation humaniste, les pensées, et puis nos actions. Là, alors les actions aussi à travers autant dans nos comportements, mais aussi dans notre parole, dans ce que l'on dit et de ce que l'on ne dit pas. Voilà, donc toutes ces composantes qui sont issues en même temps, qui vont être le reflet, l'expression, enfin, qui sont des outils d'expression à travers ce qui nous constitue en termes de, je dirais, de croyances, de perception du monde, donc de croyances, de notions de ressenti, de sentiment, de besoins, de valeurs,
Voilà, valeurs qui sont, j'ai coutume de dire aussi, nos lois internes. Voilà, qu'est-ce qui est important pour moi? Et ça peut aussi évoluer, changer, se transformer au fur et à mesure. C'est aussi nos mémoires, essentiellement, principalement, le champ émotionnel, mémoriel, mais aussi de la pensée, les mémoires dont on est porteur à travers notre histoire depuis notre enfance, voire plus loin, si on a une sensibilité au principe de réincarnation, du voyage de l'âme, et puis nos perceptions du monde, donc nos conceptions du monde, tout ça qui se sont construites, qu'on a hérité, qui font aussi qu'on peut nommer parfois nos conditionnements. Enfin voilà, tout ce champ qui nous compose et qui nous font aborder ce monde qui nous environne à travers plein de choses. Voilà, c'est nos perceptions du monde, notre vision du monde, et par là même notre vision de nous-mêmes. Voilà. Puisque l'un reflète l'autre, ça c'est aussi une notion qu'on a bien explorée, qu'on explorait beaucoup dans le champ de la médiation très tôt, quand je vous parlerai un peu du travail sur l'écoute qui nous était proposé de vivre, de faire. C'était cette conscience que tout est miroir aussi. Voilà, donc on est dans le champ de la psychologie, mais pas que. Dans le champ de la psyché, là on était vraiment au cœur de la psyché, puisque Jacqueline Morino, d'ailleurs, quand le peu de connaissances conceptuelles qu'elle a posées, elle en a posé très peu, puisque c'était vraiment une formation, un apprentissage expérientiel, vivant, un apprentissage du vivant que nous sommes et du vivant que nous rencontrons à travers l'autre. Eh bien, elle se référait, là, je fais un petit rappel, parce que j'avais évoqué déjà à travers les lectures de certains passages de son ouvrage, d'un de ses ouvrages, surtout son dernier très synthétique, où elle se référait à la culture helléniste grecque, et donc cette fameuse Grèce antique dont l'Occident se revendique, à laquelle il se réfère à travers voilà, les sagesses, les connaissances grecques, la philosophie grecque. Alors, je ne vais pas rentrer en détail à nouveau dans ça, et elle le mettait en évidence comme un peu champ d'action à travers cette approche de la médiation. Trois zones, je dirais, trois dimensions qu'on traversait, qu'on était amené à rencontrer et à traverser pour en explorer ces différents aspects et quelque part élargir notre niveau de conscience, notre conscience, voilà, de nous-mêmes, et du coup qui permettait d'avoir une interaction avec le monde et avec l'autre un peu plus équilibrée. Donc les trois principes, trois dimensions qu'elle mettait en avant en référence au grec, il y avait soma, donc ça on va le retrouver dans le sens du soin, du corporel, la corporalité, puisque les Grecs étaient attentifs à explorer, étudier et partager leurs connaissances sur ces trois champs, donc le soma, qu'on pourrait rapprocher aujourd'hui avec les aspects donc, corporels, d'expression corporelle, et qui peut être aussi un soin corporel, voilà, cette connaissance du corps, du fonctionnement du corps, et qui du coup, c'est utilisé en médecine, la somatisation, qu'est-ce qui vient s'informer, voire se cristalliser à travers les blessures, à travers les souffrances, à travers voilà, on pourrait dire des écarts de jugement, de comportement, d'approche du monde. Voilà, il y a une somatisation qui peut s'opérer, donc une cristallisation, un mémoriel qui va s'installer dans le corps. Voilà, ça c'est certains champs, donc je ne vais pas rentrer en détail. Et puis la psyché, donc qui en fait elle est composée en trois cercles, donc là de soma, imaginez un cercle, psyché, un deuxième cercle à côté qui vient du coup s'entrelacer avec le soma, et la psyché qui est d'ordre donc plus psychologique, mais aussi au niveau de la psychologie de l'âme. Voilà, pour faire un raccourci, puisque les Grecs évoquaient l'âme à cette époque-là. Voilà, c'est cette reliance au-delà du corporel, cette reliance qui nous fait avoir un certain nombre de données comme les valeurs, le champ émotionnel, l'espèce de mémorisation, et d'âme qui serait notre dimension, puisqu'il était clair là-dessus, notre interface entre notre corporalité
et les plans supérieurs, hein, les dieux, voilà, le plan des dieux. Et puis le nous, englobant ces deux sphères entrelacées, hein, imaginez, et puis voilà, tracer une autre sphère qui englobe, qui encercle, entre guillemets, ces deux cercles qui se réunissaient. On trouve un principe de 3 aussi, une trinité, le nous. Voilà. Et si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller vous plonger dans les connaissances platoniciennes des Socrates. Socrate n'en parlait pas directement, mais en tout cas platonicienne et aristotélicienne qui évoquent ça, puisque à travers leurs mythes, à travers même leur théâtre, ils le mettaient bien en évidence, ils étaient bien en contact, en tout cas, hein, en connaissance du plan humain et du plan divin à travers les dieux. Les dieux étaient en fait des formes d'archétypes manifestés d'un Dieu unique. L'avait-il ou l'avait-il pas, ça c'est une autre histoire. En tout cas d'une conscience unique, universelle. Voilà cette dimension, donc le nous universel qui nous englobe. Donc dans cette idée qu'elle posait, c'était ce schéma quelque part, cette trame, ce plan qu'elle posait, c'était bien pour nous pointer, nous faire bien prendre conscience que nous naviguerions au sein de ces médiations, ces mises en situation de médiation, ces différents champs. Voilà. Et l'idée c'était entrelacer le soma et le psyché, comment dire, en éclairer les zones, on va dire, d'ombre, hein, et puis au sein de ce nous, de cet universel. Alors, l'évidence aussi était dans cette quête d'équilibre. Son entrée aussi, qu'elle nous évoquait souvent, hein, à la plupart des séminaires qu'on faisait, hein, il s'agissait bien de... Elle évoquait le sens de la crise, donc du conflit, la crisis. Et quand j'avais évoqué les différentes étapes de la médiation, donc la première, théoria, le récit. Deuxième, crisis, donc la plongée dans la crise, dans le chaos intérieur. Et la catharsis, donc la transformation, voire transmutation, où on se relie à nouveau, on se reconnaît dans cet universel. Donc c'était vraiment une approche universaliste, humaniste, et je dirais même spirituelle. Voilà. Mais bien incarnée, puisque c'était quand même très concret, puisque c'était l'exploration de notre propre soma, donc corporalité, et puis notre psyché. Voilà, et ce commun d'humain, de fraternité humaine, qui se retrouvait à un moment ou à un autre. Alors l'importance aussi, elle pointait précisément que pour elle, la médiation, c'était un espace et un temps de rencontre. Voilà, de rencontre de deux êtres, en tout cas on va dire de deux parties pour être court, parce que ça peut être plusieurs. Et de cet espace et ce temps de rencontre spécifique était l'occasion de se connaître, se reconnaître, et du coup de remettre de l'ordre dans ce chaos. Voilà, le chaos qui avait pu jaillir, alors avec des échelles, des degrés très très différents, de la tension. On pourrait dire le premier niveau, ça me fait une petite évocation sur la notion de conflit aussi. Premier niveau, un désaccord, hein, voilà, une incompréhension. Là, on est déjà plus sur le champ, on pourrait dire la première marche, hein, du sens du conflit, ce que met en évidence le conscient, le conflit. Donc désaccord, divergence, hein, voilà. Et puis une forme d'incompréhension. Troisième niveau, bah, là il y a une tension, commence à se cristalliser, donc qui peut du coup déclencher des rapports de force, d'opposition, voilà, voire des combats. Et puis après, alors il peut y avoir aussi d'autres étapes comme le déni, hein, le non-dit, voilà. On ne va pas, on peut arrêter déjà là le processus de rencontre du conflit, hein, de la tension, et de ce qui se joue, du changement, puisque la crise c'est un appel au changement, à changer quelque chose. Le conflit c'est aussi ça, c'est une confrontation, se confronter à quelque chose qui ne fonctionne plus, hein, qui a besoin d'être regardé pour être vu autrement et changé.
parole, à travers une attitude, à travers un acte, peu importe. Donc ensuite, on peut dire qu'il peut y avoir l'aspect de déni. Donc, on ne va pas au bout du processus, quelque part. Et puis après, ça peut être un système de blocage. Donc souvent, le déni et le blocage peuvent se retrouver. Donc voilà, il y a rupture, il n'y a plus de communication, rupture de communication, de contact. Et chacun repart quelque part avec son paquet. Et on peut-être même on a rajouté, en tout cas, à emmagasiner quelque chose qui ne s'est pas réglé, qui ne s'est pas régulé, qui n'a pas pu s'exprimer ou qui n'a pas pu se dire en vérité. Voilà, donc blocage. Et puis jusqu'à rupture. Donc rupture. Et donc là, on est dans un conflit ouvert, blocage, opposition, hein, peut-être même un peu avant, en dessous. Voilà, à vous de. Voilà, ça me vient comme ça me vient, mais c'est un petit peu les degrés, donc avec ce conflit ouvert, où là, bah, par exemple, on le voit à travers le monde, les conflits armés, les conflits dans le monde. Donc là, c'est la guerre. Voilà, on est au cœur de la guerre, complet. Donc l'idée aussi de traiter la crise, de s'occuper de la crise et du conflit, en tout cas d'un des éléments à un certain degré de l'échelle, c'est d'éviter d'atteindre la guerre. Voilà, d'aller jusqu'à la guerre. Et c'est en ça que j'apprécie pas mal ce terme de se confronter et de traiter le conflit. C'est pour éviter qu'il s'envenime, qu'il prenne des proportions excessives qui nous dépassent au bout d'un moment et qui peuvent du coup atteindre aussi. Alors ça, c'était l'attention spécifique, en tout cas que les Grecs mettaient aussi en évidence au sein de la cité, qu'il atteigne l'ensemble de la communauté. Alors ça nous renvoie à ce qu'on a touché aussi, exploré avec elle, mise en évidence, l'aspect systémique, c'est-à-dire qu'une partie du système, à partir du moment qu'il est en déséquilibre, en souffrance, ça on le retrouve même dans les traditions ancestrales, hein, à travers les communautés, à travers les tribus, des peuplades particulièrement dites anciennes, la communauté, la tribu, chacun était responsable aussi de l'équilibre de la communauté et de la tribu. Et il y avait des temps, c'était des formes de médiation, de régulation de cette tension. Et celui ou celle qui apportait un trouble, un désaccord, un frottement, on s'en occupait, quoi. En tout cas, il y avait quelque chose, une parole, un temps qui était donné pour permettre que ça se régule, pour éviter que ça atteigne l'équilibre de la communauté. Donc là, par rapport aux Grecs, c'était la cité. C'est l'époque particulière helléniste. L'ensemble de la cité traitait les conflits, donc avec des codifications spécifiques. Je ne vais pas revenir sur le processus de médiation. Vous allez pouvoir retrouver ça dans le podcast 3 ou 4. Voilà. Donc j'ai un peu reposé le cadre un peu général. Voilà, ce qui va me venir maintenant, je vais rentrer plus directement dans comment ça se passait dans le séminaire. Donc pour rappel aussi, on en avait plusieurs, en tout cas à disponibilité. Chacun y allait volontairement, puisque ça c'était aussi une dimension qui était très importante, mise en évidence par l'approche de la médiation humaniste. Alors pas qu'humaniste, mais en tout cas voilà, pour la médiation, c'est y aller de façon volontaire. Donc voilà, qu'il n'y ait pas d'imposition, d'obligation de. Donc c'est aussi, on peut en lire l'esprit, l'état d'esprit. C'est vraiment une démarche de la personne qui se, quelque part, responsabilise en allant par elle-même, voilà, faisant le choix d'aller dans cet espace, ce temps de rencontre, pour se confronter à l'enjeu conflictuel qui est en présence. Voilà, pour le dénouer, le régler. Ils sont forcément déjà allés le régler, mais en tout cas déjà dénouer un certain nombre de choses pour, voilà, selon le contexte, renouer un lien, hein, s'il y a nécessité, peut-être fluidifier une communication, un échange, hein. Par exemple, si on est amené à travailler avec un collègue, et puis parfois aussi, ça nous est arrivé d'accompagner des séparations, et l'idée de se séparer, non plus dans une rupture violente, mais se séparer en bonne intelligence, hein, comme on peut dire dans la formule populaire, c'est-à-dire où chacun, en présence, va faire le tri
et tirer les éléments nécessaires, peut-être se débarrasser des charges lourdes, hein, voilà, pour pas avoir à les porter, à continuer à les porter, donc se libérer pour, pour pouvoir aussi se dire mutuellement et peut-être aussi revisiter ce qui a fait rupture, hein, voilà, et porter un nouveau regard pour que voilà, chacun puisse reprendre sa route de manière un peu plus légère. Donc, il y a plein de niveaux, plein de degrés. C'est aussi l'occasion de, dans cette rencontre de médiation, mettre de la lumière, changer de point de vue, s'éclairer, se reconnaître, se, se dire mutuellement, poser, déposer hein, toutes ces charges qui sont d'ordre souvent émotionnel, ces mémoires, hein, pour s'en libérer, s'en dégager. Alors, très vite, hein, pendant longtemps, était pointée la dimension thérapeutique de cette approche de la médiation. Et, et effectivement, il y a une dimension, il y avait une dimension et il y a une dimension thérapeutique de transformation et de prendre soin, dans le sens premier du terme, une prise de soin des êtres, des personnes en présence et du coup aussi par écho, par résonance, de l'ensemble des êtres qui vont constituer un groupe, une communauté, voire un pays. C'est une autre échelle. Voilà, donc je reviens à cette notion donc d'entrée, donc volontaire. Et puis si on voulait pousser, si on s'y reconnaissait, pour quelle que soit nos motivations personnelles, nos objectifs personnels, pouvait être d'ordre professionnel pour enrichir sa pratique. Alors à l'époque, j'avais un peu l'ambition de devenir médiateur professionnel, mais à l'époque, c'était pratiquement pas développé, hein, il n'y avait pas de médiateur professionnel, ça a changé depuis quelques années, une dizaine d'années déjà avec la médiation familiale, puis voilà, c'est un champ disciplinaire qui a mis du temps à se stabiliser, à se construire, à être accepté par, par la société, reconnue comme telle, et voilà, en plus, puisqu'elle, comment dire, elle, entre guillemets, elle mangeait sur plusieurs champs disciplinaires, donc c'est un petit rappel que je peux faire aussi, on touchait la dimension donc thérapeutique de soins, quelque part, voilà, de la psyché, et puis on touchait cette notion aussi sociétale de la justice. Donc elle avait à cœur de parler de justice humaine, c'est-à-dire se réapproprier le sens de la justice et cette contribution en tant que citoyen de participer aussi à l'équilibre de cette justice. Voilà, donc en soi bien sûr, mais aussi vers son extérieur dans son environnement. Donc il y a une dimension de justice, donc le monde des avocats voilà, était, était très intéressé par cette approche. Et puis, il y a une dimension éducative, bien sûr, il y avait le champ de l'éducation, puisque c'était un apprentissage de l'être, du savoir-être, fondamentalement, pour après développer un savoir-faire. Donc il y avait, c'est à peu près cela que je vois principalement, et il y avait cette petite touche qui lui tenait à cœur aussi, qui l'intéressait fortement, et donc elle se passionnait, et qui faisait aussi que vous pouvez repérer parmi les participants qui venaient à ces formations des porteurs de cette forme d'expression qu'est l'artistique, puisqu'elle, j'en parlerai un peu suite à des mises en situation de médiation avec ce qu'elle avait pu se traverser, pour continuer d'accompagner ce champ émotionnel en régulation, en rééquilibrage, eh bien, on avait des temps dans ces séminaires, dans ces week-ends d'exploration et en tout cas de déposer, de se vivre à travers l'expression artistique qui pouvait être par exemple l'argile, le modelage, la peinture, le mouvement, le corps, puisque évidemment, j'ai bien conscience que de la psyché, il y a le soma et la corporalité, et plein de choses qu'on pouvait explorer. On a même été amené à l'explorer par le biais des arts martiaux, entre autres l'aïkido. À des intervenants, il y a eu aussi l'approche clown, dont moi j'ai pu un moment aussi proposer. Il y a eu un moment aussi autour du conte, voilà, du théâtre, du jeu théâtral, là dans le sens premier du terme, et comment ces champs d'expression artistique fondamentales depuis la nuit des temps des êtres humains pouvaient nous aider à nous réguler nous-mêmes et réguler quelque part la communauté, puisque les expressions artistiques, depuis tout temps,
ont permis aussi à l'homme de se réguler et surtout de se comprendre et de donner du sens à son existence dans sa relation au visible et à l'invisible surtout. Voilà. Donc c'était effectivement c'est une discipline au fur et à mesure de mon apprentissage et après de mes mises en pratique et de mes propres évolutions, parce que j'ai été aussi à la rencontre d'autres approches sur la dimension dite des sciences humaines, en tout cas de la connaissance de l'être humain, quelles que soient après les étiquettes mises, puisque tout se relie au fond. J'en ai vraiment vu la mesure au fur et à mesure. Cet apprentissage qui avait l'air de rien, parce que pas forcément très peu de connaissances conceptuelles, mais beaucoup de vécu. Alors après, quand même, venez après, quand je vous évoquerai les mises en situation, il y avait des débriefs, une forme d'analyse, je veux dire, de donner du sens à ce qui s'était vécu chacun, bien sûr. Voilà. Donc c'est un peu premier, voilà, je repose un peu le cadre. Je vais quand même évoquer, et je pense que je vais faire en 2 enregistrements. Là, je vois que ça va prendre pas mal de temps dans ma reprise. Donc, je vais aborder la dimension d'entrée, dans laquelle tous les séminaires, elles commençaient par cette exploration, cette mise en pratique de l'écoute. Alors, la plupart du temps aussi, au sein de ces formations, c'était les médiums, je veux dire, les outils, les approches, enfin, ouais, les outils, les médiums, étaient très simples. Et ce qui était en jeu, il y avait des processus très clairs, structurels, assez simples aussi, mais c'était vraiment cette exploration, c'était laboratoire, on était vraiment au cœur de laboratoire, et l'essentiel était l'être, le savoir-être et la posture, la position voilà, humaine, et aussi cette dimension d'accueillir, parce que ça, l'accueil était une notion fondamentale aussi, d'accueillir. Elle nous disait bien, la médiation, c'est l'accueil du chaos. Même quand elle faisait des conférences, elle commençait souvent par ça. Donc ça, déjà, ça mettait la tonalité. C'était plongé dans le chaos. Et c'était aussi, voilà, elle avait, entre guillemets, une sorte de programme, mais très peu. C'était accueillir l'émergent, ce qui émerge, ce qui est là, vivant, en présence, à travers les personnes qui étaient présentes à cette formation en particulier. Donc pendant ces formations, il pouvait y avoir des médiateurs un peu plus aguerris dans leur processus d'apprentissage, et puis mélanger à des débutantes. Voilà, et ça aussi, ça avait sa force, puisqu'il n'y avait pas de degré. C'était important pour moi. Elle avait une thématique par séminaire, par week-end, et, euh, et voilà, c'était son fil d'Ariane, comme elle nous disait. Et, et d'ailleurs, on se rendait bien compte que souvent, comme par hasard, ce qui pouvait jaillir, ressortir, comme une forme d'appel, de point d'orgue, était en lien avec cette thématique. Voilà. Et puis c'était aussi suivre le flow, se laisser guider, ça c'était, elle était passée maître dans cet art. Voilà. Alors je vais évoquer l'aspect de l'écoute. Donc en entrée, la pratique de l'invitation était faite de travailler sur notre niveau d'écoute. Voilà, sur les niveaux d'écoute. Et ça se passait à travers un jeu, une activité toute simple, qui est le photolangage. Voilà, alors, toute simple, mais bien codifiée dans son cadre, en tout cas, en lien avec voilà, sa vision, ce qu'était pour elle la médiation. Donc, en fait, très simple, je vous l'évoquais, je m'en suis resservi plein de fois dans des contextes différents, et l'objectif, l'intention de fond, c'était vraiment de nous faire plonger dans toucher, plonger dans ces différents niveaux d'écoute, et de lâcher, hein, ça aussi, c'est pour ça qu'on disait le terme de formation, c'est toujours un peu à contresens, enfin, c'est contre-productif, entre guillemets, c'était plutôt même des fois déformé, s'enlever de la forme et de nos formes anciennes. Voilà, ça, c'était quelque chose que j'ai touché très tôt, qui n'a pas toujours été confortable, c'était de défaire des habitudes, des comportements, alors des manières de faire pour être vraiment aller à la rencontre de l'être, de ce subtil en nous. Donc, il y avait vraiment cette démarche de nous éprouver à ça. Alors d'autant plus, c'était d'autant plus visible, hein, je l'ai vérifié plus d'une fois.
cadre de ces formations, de ces séminaires, il y avait des gens qui venaient du champ de la thérapie, psychothérapeutes ou autres. Bon, et c'est ça aussi qui est intéressant, de pouvoir partager avec eux dans leur exploration, leur connaissance de la psyché, leur rapport professionnel à la psyché. Voilà, donc on voyait bien les mécaniques, les manières de faire, et c'est OK, puisque c'était utile dans leur champ, et comment, dans cet espace, ce cadre de la formation à médiation humaniste, l'idée de l'invitation, c'était de défaire ça, de, de quelque part agir en tant que médiateur d'un autre endroit de soi, voilà, au-delà de ces champs de connaissances. Et puis pour les avocats, je vous dis pas, voilà, et puis pas seulement, après nous-mêmes, au-delà de ces fonctions sociétales, professionnelles, on pouvait y retrouver nos propres comportements d'interprétation, d'analyse, de vouloir comprendre, voilà, de vouloir bien faire et vouloir comprendre. Alors ça, c'était sa première formule aussi d'entrée, qui était se couper la tête. Voilà, couper la tête, couper le mental, et d'aller rencontrer une autre dimension de soi. Voilà, à travers, après je l'ai compris, le sensible, bien sûr, ultra sensible, mais, on pourrait dire l'intuition, mais pour moi c'était aussi champ de l'âme et voir l'esprit, mais éclairé. Donc c'était en tout cas, bon, aujourd'hui je peux le poser comme ça n'a pas été clair dès le départ, mais c'était de couper nos habitudes d'analyse, de découpage, donc ce mental discursif, hein, attention je le précise bien, parce que dans certaines, aujourd'hui, depuis quelques années, enfin voilà, certains courants, certaines voies de sciences humaines ou d'enseignement spirituel, quel qu'il soit, ça n'a toujours pas assez des étiquettes. On parle du mental supérieur, dans les traditions ésotériques anciennes, le supramental, etc., qui fait référence à justement un mental éclairé de l'esprit, qui n'est pas le discursif diviseur, qui est plutôt complet. Voilà. En tout cas, mon propos n'est pas de parler du supramental ou du mental supérieur, qui on pourrait dire, pour faire court, que je pourrais dire, c'est voilà, en lien avec une autre dimension de soi, plus reliée à un champ de conscience universelle que, que le mental, notre mental discursif, découpeur, qui nous est très utile pour très fonctionnel pour beaucoup d'aspects de notre vie. On touche, en tout cas ce qui était le propos aussi de la médiation, la dimension de l'être, l'invitation était de le mettre de côté. Alors, sa formule aussi, j'ai compris par la suite, de couper la tête, de se couper la tête, à travers déjà cet exercice, puisque l'idée c'était des exercices préparatoires à notre mise en place de posture de médiateur. C'était, elle avait elle-même vécu, exploré, expérimenté et suivi des voies, des courants, dits spirituels ou de sagesse, peu importe le terme que vous y mettriez, dans la connaissance d'elle-même, et elle a été pendant très longtemps, elle avait suivi la voie zen. Voilà, donc une voie exigeante, un courant une des voies du courant du bouddhisme, le bouddhisme zen, et qui est une voie très exigeante, justement d'épuration, et où est invité le disciple de se couper la tête, voilà, et de faire appel à toute dimension de lui, et puis après il peut la remettre, mais c'est plus la même. Voilà, c'est l'image qui me vient. C'est une tête éclairée qui est juste récepteur. Voilà, c'est l'outil récepteur, mais pour ça, effectivement, faut qu'il se cet outil du cerveau, la tête. Hein, alors le mental est important, mais voilà, jusqu'à un certain point. Donc voilà, l'invitation était de nous couper la tête, et à travers cet exercice, c'était de la... Voilà, alors il y avait quelques petites consignes d'attention, hein, de choses à éviter de faire, on était vigilante, et puis nous-mêmes d'aller explorer ce sensible, cette écoute, ces niveaux d'écoute par nous-mêmes. Chacun à son rythme, chacun là où il en était, et c'était de toute façon par la pratique, et c'est en ça que moi j'ai continué je fais pas mal de séminaires, parce que, et puis après même j'ai pu évidemment faire des médiations, hein, puisque pendant 7-8 ans, comme je vous avais témoigné, je me suis investi au sein de cette association qui développait la médiation humaniste avec Jacqueline Moreno, donc aussi des projets qui m'ont permis d'affûter, d'ajuster et d'affiner ma pratique, ma posture, etc. Donc l'idée c'était tout simplement, je vais vous évoquer un peu la consigne de base,
Donc il y avait un certain nombre d'images qui étaient posées devant nous. Je vais dire, allez, une personne était amenée à s'exprimer à partir de cette carte. Voilà, il choisissait une carte et il s'exprimait, il partageait ce que cette carte lui évoquait, tout simplement. Voilà, il disait ce qu'il voulait en dire, ce qu'il voulait dire à partir de cette carte. C'était déjà une forme d'expression, de mise en évidence de, c'était un médium, hein, c'est un support de transition, hein, un support tiers, la carte, pour pouvoir se dire. C'est pas toujours confortable de se dire. Donc, personne, alors, pouvait s'exprimer par dire ça, et 2 ou 3 personnes étaient invitées à faire miroir. Voilà. Leur miroir, c'était un miroir essentiellement, dans un premier temps, parce qu'il y avait des fois un peu des étapes de plonger dans l'écoute, c'était principalement d'abord sur ce qui avait été perçu comme ressenti chez la personne quand elle s'était exprimée. Donc le premier focus était vraiment se concentrer, entre guillemets, porter toute son attention sur le sensible, le ressenti à travers l'émotion ou le sentiment, qui était soit exprimé ou perçu, senti en tant que miroir. Voilà. Donc ce champ de ce qu'on appelle de l'empathie. Alors pareil, des éléments de précision nous ont été faits par l'apprentissage que l'idée c'était bien de différencier ce que je pouvais percevoir, ressentir, et qu'est-ce qui était de l'ordre personnel, coloré par ce que je suis, quoi, par la personne que je suis, hein, ce que ça vient faire écho, résonner en moi, et puis de ce qui se passait vraiment chez l'autre. Voilà. Donc c'est déjà, on rentrait dans une subtilité d'écoute. Alors c'était très bien structuré, donc je vais continuer comment la consigne, comme ça se passait. Donc voilà, donc première consigne, une personne s'exprimait et 2 ou 3 personnes faisaient un miroir. Et là, elle était aussi dans les premiers temps très entre guillemets strict, très ferme. 1 ou 2 mots. Voilà, le miroir, c'était 1 ou 2 mots, pas plus. Voilà. Alors, déjà rien que cet exercice, combien de fois j'ai vu que ça a glissé, hein, une phrase, machin, les interprétations qui arrivaient, les analyses, pouf, elle arrêtait, stoppait directement le miroir, hein, celui qui faisait son miroir, pour hop, le recentrer et lui faire dire juste un mot. Puisque un des aspects quand même aussi, principalement, c'est que le médiateur parle peu. Il est, et dans cette écoute, dans cette formule, cette définition de l'écoute, je pourrais dire principale, c'est écouter, c'est avant tout donner la parole. Voilà, en première entrée. Et puis donc voilà, la personne s'exprimait à partir de la carte, et puis les personnes faisaient un miroir le plus succinct, succinct possible, hein, 2, 3 mots, pas plus. Ouais, il pouvait y avoir 2, 3 sentiments d'évoquer. J'ai senti la colère, une certaine frustration, avec à la fois un moment de jubilation, un moment de clarté, voilà. Donc, puisque quand la personne évoque, effectivement, en évoquant, s'exprimant à partir de la carte, elle va traverser un certain nombre d'émotions, de ressentis, de sentiments. Voilà. Et c'est aussi une mise en évidence que on n'est pas fait que d'un sentiment, que d'une émotion. Voilà. On est traversé par un ensemble de ressentis quand on s'exprime. Voilà. Alors, les personnes, donc les miroirs faisaient, et puis à l'issue de ça, la parole était donnée à nouveau à la personne donc, qui s'est exprimée, qui avait reçu ces miroirs. Et voilà, qu'est-ce qu'elle voulait réajuster ou pas des miroirs qui lui avaient été donnés. Elle s'y reconnaissait très bien, et puis voilà, elle commentait l'autre effet de résonance que ça avait fait, parce que c'est vraiment, on est au cœur de la résonance, une forme de musicalité, hein, on pourrait dire que c'est vraiment comme un orchestre qui s'ajuste, voilà, avant de jouer sa symphonie, ou voilà, son morceau musical à plusieurs instruments, et bien comment, voilà, hop, on s'accorde d'abord en écoutant chaque aspect de l'instrument. Donc, je vais arrêter mon analogie et revenir sur le sujet précisément. Donc, la personne, voilà, je m'y reconnais. Non, là, ce qu'a dit un tel, non, moi, non, je vois pas. Voilà. Et puis, par contre, là, et puis, ce qui se passait la plupart du temps aussi, c'est hop, ça apportait
soit un mot, une formulation qu'elle n'avait pas vue, donc ça l'éclairait de ah tiens ouais effectivement je l'aurais pas dit comme ça. Voilà. Et ça c'est rien que vivre ça, c'est ça peut être très puissant quand c'est évidemment accompagné et vécu avec mesure. Hein. Il y avait quand même une dimension de ralentissement, ça allait pas trop vite. Le temps était pris, il y avait une atmosphère créée qu'on dirait aujourd'hui de bienveillance, mais c'était vraiment d'accueil de ce qui est là, de ce qui se dit là, et avec très peu de mots. La personne, évidemment, qui s'exprimait à travers la carte, elle avait cette liberté de se dire, de dire ce qui se passait pour elle, ou ce que ça évoquait, ou etc. Et- mais là, vraiment, la précision du travail, c'était le médiateur subtil et très économe. Voilà, mesuré. Une économie des mots. Donc voilà. Alors, elle, après, elle mettait justement pour nous faire travailler sur cette coupure du mental. Hein, une autre étape qu'elle faisait, c'est qu'à ce moment-là, après, une fois qu'il y a eu une première ouverture, elle faisait s'exprimer deux, voire trois, voire quatre personnes à partir d'une carte. Surtout quand on est une groupe d'une bonne dizaine, 12, hein, ça arrivait 14 même des fois. Voilà, c'est elle qui le sentait, hein, selon le moment. Mais elle se faisait s'exprimer trois ou quatre personnes à la suite. Voilà, chacun, première, s'exprimait, voilà, l'évoquait, s'exprimait à partir de la carte. Un petit temps de respiration, de silence. Une deuxième prenait, voilà, s'exprimait à partir de la carte qu'elle-même avait choisie. La troisième, la quatrième, etc. Et à l'issue que tout un chacun se soit exprimé à partir de la carte choisie, hein, eh bien, les miroirs qui s'étaient voilà, proposés, les personnes qui s'étaient proposées en miroir, 3, 4, 5, faisaient leur miroir en reprenant à partir de la première. Voilà. Donc, elle faisait un miroir à la première personne qui s'était exprimée. Miroir, hop, la personne après complétait, modifiait ou se reconnaissait dans ce qui avait été dit. Voilà. Donc il y avait une parole pour elle, de retour aussi, puisque c'était quand même d'elle qu'on parlait, quelque part, en tout cas qu'on le reflétait. Et puis, hop, il faisait les miroirs pour la deuxième personne qui s'était exprimée, hop, la troisième, hop, la quatrième. Voilà, tout simplement. Alors là, on peut pressentir le travail avec cette crainte. Je l'ai touché très souvent au début, surtout. Mais je ne vais pas me rappeler. Qu'est-ce qu'elle a dit la première? Voilà. Et ça m'était, on a compris après, au fur et à mesure de notre apprentissage, c'était pour nous faire sortir aussi dans nos écoutes, souvent dans l'écoute d'une personne. On a une attention, on s'attache beaucoup trop à l'histoire. Voilà, ce qui est raconté. Contexte, machin, tatata. Et puis, à ce moment-là aussi, peut nous venir plein de choses et tout. Voilà, voilà. Je vous ferai un podcast spécifiquement sur l'écoute, hein, sur les niveaux d'écoute que j'ai exploré par ailleurs et continué d'explorer. J'ai pas fini parce que l'écoute c'est vraiment un art, c'est sans fin. Et puis ça dépend des contextes, avec qui, dans quelles conditions. Donc je ferai un podcast spécial sur l'écoute. Mais en tout cas là, c'était vraiment nous faire sentir que voilà, on sort de l'histoire et qu'est-ce qu'on a capté d'essentiel quand la personne s'est exprimée. Qu'est-ce qu'on a pu capter, percevoir, entendre, sentir d'elle. Voilà. Avec toujours quand même cette idée, ça c'était fondamental, qu'elle a rappelé régulièrement et qu'on vérifiait surtout, c'est qu'il n'y avait pas, ça je me rappelle au début on voulait bien faire, quand je faisais un ou deux miroirs, bah, la personne par exemple si elle avait dit oh bah non je me reconnais pas, oh, bah j'ai pas bien senti, voilà, poum poum voilà. Non. Souvent, c'était rare, après ça dépendait de la qualité du miroir, mais globalement quand même, euh, bah, chaque miroir était juste. Ça nous faisait déjà rentrer dans ce nous, dans ce global. C'est-à-dire que c'est pas une personne qui détient la vérité, qui détient la bonne perception, la bonne réponse, mais c'est cet ensemble des personnes qui vont faire ces miroirs, ces perceptions qu'elles ont pu avoir, qui vont lui transmettre, qui vont pour la personne elle-même faire écho à plusieurs endroits et vont lui donner quelque part, on pourrait dire, des angles de vue un peu plus globaux, plus différenciés, plus riches,
plus holistique, allez, j'ose le terme, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'holistique, et rien qu'à cette étape, à ce niveau, c'est ce qu'on touchait, à une échelle réduite par rapport aux personnes en présence. Mais c'était ces dimensions-là dans lesquelles, quelque part, on s'installait, on était invité à se mettre, s'écouter, et de prendre conscience que chaque perception a une forme de usage, mais ce qui compte, et c'est là aussi le point essentiel, c'est ce qui compte, c'est que la personne qui reçoit ce miroir, c'est elle qui décide fondamentalement si ça lui parle ou si ça lui parle pas, si elle se reconnaît ou elle ne se reconnaît pas. Alors effectivement, on est au cœur, qui est après aussi connu, et en même temps en parallèle, l'époque connaissait déjà, intéressé aux champs thérapeutiques plus classiques, psychothérapie et autres. Effectivement, c'est ce que met en évidence ces disciplines-là. Voilà, je ne parle pas tout le côté scientifique poussé, mais en tout cas, en première entrée, voilà, de bien se différencier. L'idée, c'est pas d'avoir bon, de bien définir la personne, surtout pas. C'est de lui faire écho, résonance, miroir, partage de ce qu'on a pu percevoir à travers son expression. À ce moment-là, dans ce contexte donné-là, ce qui ne la définit pas, évidemment. Voilà, et c'est des propositions d'ouverture aussi de connaissance de soi, vous pouvez le pressentir, hein. C'est-à-dire quand la personne s'est exprimée, je m'exprime à partir d'une carte, j'ai dit un certain nombre de choses, je suis dans mon quelque part avec ma carte, et puis avec ce qui remonte à la surface, donc avec mon intériorité quelque part qui va jaillir, quel que soit le contact que je peux avoir, ma sensibilité. Bon, il y avait des fois des personnes qui s'exprimaient très peu, au niveau principalement, je veux dire, mental, où ils décrivaient la carte, par souci de protection, de ne pas se livrer, etc. Et ça, c'était respectable. Et bien, même à ce niveau-là, le miroir, alors là, c'était encore plus délicat, devait se poser avec subtilité. Quand quelqu'un s'est exprimé en décrivant une carte, ça nous invitait à aller dans un champ perceptif et de captation au plus subtil du subtil. Là, moi, mes cheminements qui ont continué par ailleurs dans d'autres approches ont bien fait voilà, toucher le champ qui est là, l'intuition, voilà, qu'on pourrait appeler l'intuition. En tout cas, ce qui est important, c'est que la personne elle-même dise oui, dise non, voilà, se reconnaisse ou ne se reconnaisse pas. Et au final, elle était écoutée, entendue là-dessus. Elle s'est exprimée sur ça. Voilà. Et puis à elle, ça lui appartient de faire le chemin des échos, des résonances, des miroirs qu'elle avait pu avoir, avec toujours cette vérification de s'être sentie jugée ou pas. J'ai très rarement vu, dans ce cadre de ces formations en tout cas, des gens dans ces processus, hein, alors là je vous évoque celui du travail de photolangage pour le travail sur l'écoute, très rare que des gens puissent se sentir jugés, très très rare. Ça peut arriver, mais voilà, c'était pas loin de la majorité. Et ça invitait à la fois une préparation, cette posture de médiateur, en tant que miroir, de développer son champ de conscience et de connaissance de lui-même, et aussi pour celui qui l'avait reçu, qui s'était exprimé. C'est bien l'un et l'autre, et toute la, tout l'apprentissage, ces processus qu'on traversait, était vraiment dans cette dimension-là. Je l'ai capté assez vite. La dualité, quelque part, je pourrais dire, nos dimensions duelles, donc conflictuelles, d'opposition, de tension, sont souvent la résultante de nos oppositions, enfin voilà, une dimension duelle, était exprimée, et l'invitation, c'était d'aller au-delà de ça, de toucher des dimensions au-delà de notre dualité, en intégrant cette dualité, en l'accueillant, en l'acceptant, mais en touchant une autre dimension. D'où, et je vais finir sur ça par rapport à l'écoute, par rapport à déjà cette entrée de l'apprentissage, hein, à travers les exercices de photolangage et d'écoute, c'est bien la notion de tiers, puisque le médiateur est identifié comme tiers, neutre. Donc neutralité, état intérieur délicat à atteindre, puisqu'il doit s'épurer lui-même en tant qu'écoutant, en tant que tiers, de ses propres résonances, de ne pas mélanger sa propre histoire, qu'est-ce qui lui appartient, entre guillemets,
et qu'est-ce qui appartient à l'autre, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'autre. C'est là aussi toute la subtilité du niveau d'empathie. Hein. Dans la formulation, souvent, quand on parle d'empathie, les gens peuvent être amenés à définir, je parle globalement, hein, je ne parle pas des professionnels affûtés, on dit se mettre à la place de. Bah, pas vraiment. Voilà, et ça, elle le pointait bien aussi. On ne pourra jamais se mettre à la place de quelqu'un. On peut s'approcher de la place de quelqu'un. Sa place peut résonner à une situation, un vécu où on a l'impression d'avoir eu cette place, mais la subtilité est qu'on ne pourra jamais vivre ce que l'autre vit de façon particulière, unique, singulière. Et c'est en ça aussi que ces disciplines mettaient l'accent sur, et que j'ai pu après rencontrer d'autres approches, d'autres disciplines, après et un peu avant, puisque j'ai déjà commencé un travail sur ce champ de la connaissance du savoir-être, de l'être, plein de formes d'expression, plein de formes de méthodes, d'approches, hein, et heureusement, c'est la richesse de notre époque, c'était ces dimensions du subtil, du sensible, et de bien prendre conscience que on est unique, spécifique et particulier au sein d'un ensemble, du groupe, d'un collectif, d'un nous. Et que à la fois ce personnage, cet être, je, étant unique et individuel, il s'inscrit aussi dans un nous, dans un collectif. Et comment cette interaction trouve son équilibre et son harmonie sans que l'une ou l'autre des parties, donc je veux dire le je et le nous collectif, nie, écrase, voilà, nie l'expression du collectif et de l'individu à la fois. On est vraiment déjà, je suis rentré au cœur de ce paradigme qui est de plus en plus saisi, évoqué, mis en œuvre du et, en tout cas dans ce contexte relationnel, de rapport relationnel, qui nous fait sortir du ou. C'est ça ou ça. Utile, dans certains contextes, fonctionnel, mais dans la relation à soi et à l'autre, c'est d'aller sur une autre étape qui est le et, le fameux tiers. Voilà, quelque chose de plus grand, de plus englobant, mais où chaque partie est reconnue comme droit à l'existence, droit d'identité, droit d'expression. Donc ça touche bien cette notion de la justice profonde, au-delà des institutions de la justice, hein, voilà, judiciaire. C'est cette justice, cette quête de justice, d'ailleurs, qui est une valeur qui est souvent mise à mal dans d'autres mondes et qui est souvent revendiquée hein, à travers voilà, des révoltes, quelles qu'elles soient, euh, individuelles ou de groupe. Voilà, et sentiment d'injustice. Voilà. Après, il faut aller vérifier la nature du sentiment. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'injustice qui est touché et du déséquilibre. Pas par hasard si la justice a été symbolisée depuis longtemps par la balance. Voilà. Comment, voilà, donc cet élément de la balance, deux côtés de la balance, deux forces en rapport, en interaction, qu'on pourrait qualifier de positive ou de négative, peu importe, en tout cas deux forces, et comment l'une va en peser plus sur l'autre, voilà, et ça peut être aussi un mouvement, c'est pas grave, intense et une, et puis hop, mais l'idée c'est que chacune puisse se mettre en mouvement, voilà, que les balanciers ne restent pas que, par exemple, sur un seul côté de la balance, que le mouvement s'opérant, le poids, donnant du poids, d'ailleurs c'est ce qu'on vivait pendant les médiations, en tant que médiateur on était attentif à ça, qu'on puisse donner aussi la parole à l'autre, qui s'exprime sur le sujet, etc. Alors ça, c'était aussi une des fonctions fondamentales du tiers médiateur en médiation, hein, cette fameuse neutralité, alors très délicate à atteindre, mais une astuce, un repère qui nous était donné, pour pas voilà, trop s'enfermer dans un concept qui est quand même plutôt large, enfin en tout cas trop pour pas arriver à saisir cette notion de neutralité, parce que c'est une dimension, c'est un complexe concept, c'est un principe très ample, très large, et qui doit se rencontrer dans le vivant. Relation à la négative, ne pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Donc là, sinon on est effectivement dans du discursif, dans du séparateur, dans de la division, etc. Okay, mais c'est prendre parti pour l'un et pour l'autre. Et ce qui nous permettait du coup de reconnaître tel
aspect, telle force de l'un et de l'autre, les différences de l'un et l'autre, nous sommes des différences, voilà, et comment l'un et l'autre sont reconnus, là où elles sont, là où elles s'expriment, voilà, là où elles sont perçues, c'est l'un et l'autre. Et à partir de ce moment-là, dans ce mouvement du et, eh bien, s'explore un autre champ, quelque part, se dit, s'exprime et s'explore un autre champ, qui va nous faire toucher certainement une dimension de neutralité personnelle intérieure, et surtout de prise de hauteur et de vue d'ensemble. Et possiblement, à ce moment-là, on dépasse les clivages, les divergences, en tout cas, ouais, on peut dépasser les clivages et se reconnaître à un certain endroit qui fait sens pour le commun, sans nier la spécificité de l'individu et de la personne en particulier. Donc exercice très 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 subtil, très délicat, et ben, voilà, cette approche de la médiation humaniste, par ces petits exercices tout simples, mais très puissants, nous faisait rentrer déjà dans ces dimensions-là, perceptibles et vivantes, au-delà de, justement du schéma conceptuel que nous avait posé Soma, Psyché et le nous global, c'est comment le rencontrer à travers déjà cet exercice, et je vous ferai un autre podcast après sur les mises en situation, qui du coup démultipliaient le niveau d'attention et de ce qui s'y jouait, mais de vraiment toucher ce qui nous constitue en fait. Voilà, donc rendre visible cet invisible quelque part, en tout cas le rendre palpable et de l'expérimenter en soi. Et au fur et à mesure, ben voilà, de s'ajuster soi-même et en tirer ce qu'on a besoin d'en tirer pour nous-mêmes au sein de la relation avec l'autre et aussi personnelle. Puisque Jacqueline Morino avait coutume de bien mettre l'accent aussi, de bien nous pointer, et ça on l'a vérifié, que cet apprentissage de la posture de médiateur venait nous révéler nous-mêmes, venait nous rééquilibrer nous-mêmes, venait nous réajuster, nous réconcilier, pacifier, voilà, on peut utiliser tous ces termes qui sont assez reliés à cette idée de médiation, euh, en nous, puisque la première relation, c'est soi avec soi-même, voilà, cette double interaction intérieure qu'on peut avoir, voilà, le fameux juge qu'on peut déjà avoir à l'intérieur, et le médiateur aussi qu'on peut avoir, et s'opérer aussi des médiations intérieures, c'est ce qui se faisait, et ne serait-ce que même, ne serait-ce qu'en écoutant ce qui se faisait, ce qui se jouait, ce qui se posait, démontrait dans ces formations. C'était bien un niveau de positionnement, de point de vue qu'on était amené à vivre. Et comment, à chaque point de vue, chaque posture, on pouvait nous-mêmes, du coup, déployer, développer tous ces champs intérieurs et extérieurs en même temps, harmoniser, mettre en cohérence, syntoniser. C'est-à-dire, je m'exprime, je dis, et en même temps, j'observe, je suis témoin de ce que j'exprime, et dans un troisième temps, j'en prends conscience, je porte un nouveau regard beaucoup plus complet et global sur ce que j'ai exprimé, par exemple. Et quand on développe ces champs de conscience, ceux qui m'écoutent en ont certainement déjà touché, voilà, on voit bien encore cette dimension tri-unitaire, allez, j'ose le mot, où on peut être à la fois expression directe, je m'exprime là de ce qui se passe pour moi. Il y a une partie de moi, on ne parle pas de dissociation, hein, attention, cognitive, ça c'est un autre facteur, dissociation aussi de protection lié au champ de la psychiatrie. Hein. Et là, il y a un observateur témoin qui en même temps voit et sans forcément forcer à le transformer, mais voilà, se voit, dire, s'entend dire, et puis un troisième, à un moment ou un autre, qui en perçoit tout le sens global, et l'essence, je pourrais presque dire. Voilà, c'est ce qu'on appelait, nous, la méta-position, hein, la méta-médiation. Elle nous disait bien souvent, et je vais finir là-dessus, en médiation, hein, on identifie les médiateurs, voilà, à travers leur rôle, leur fonction et leur position, hein, par exemple dans les mises en situation, dans la rencontre de médiation, mais fondamentalement, il y a eux, évidemment, qui sont acteurs, déclencheurs de ce processus de médiation, accompagnateurs, un petit peu le cadre environnant, régulateurs, facilitateurs, et c'est les personnes elles-mêmes aussi contribuent à leur propre médiation et sont elles-mêmes médiateurs d'elles-mêmes. Voilà, vis-à-vis peut-être de l'autre,
mais surtout intérieurement d'elle-même. Voilà. Ça, je reviendrai un peu plus en détail. Allez, je vais peut-être arrêter cette reprise d'enregistrement à travers ce témoignage de comment se passaient les formations que j'ai vécues au sein de la médiation humaniste, hein, ces séminaires, ces apprentissages qui ont été très puissants pour moi et qui en ont encore toute la résonance, tous les échos aujourd'hui à ce jour et que j'ai affiné, que je vais continuer d'affiner à travers aussi mes propositions. Là déjà à partir de mes témoignages sur cette chaîne YouTube Le Médiateur en Soi, mais aussi dans ma continuité de projet un peu plus personnel, de faire des propositions d'exploration, d'apprentissage, de forme de laboratoire à travers mon champ d'expérience, de vécu et de pédagogue, de proposer, de vivre. Voilà, il y a beaucoup de formations qui existent aujourd'hui autour de la médiation. Mais voilà, ça va être très prochainement reproposé à nouveau à partir de ce socle racine pour moi, de cette structure principale, avec ce que j'ai pu découvrir par moi-même, mon champ d'évolution, de subtilité que j'ai pu atteindre, et de connaissances et d'expériences à partager avec d'autres. Voilà. Donc ça, j'évoquerai, je ferai d'ici quelques temps, quand ça sera mieux, un podcast à ce sujet-là pour mes propositions. Voilà. Voilà. En tout cas, j'espère que ça a apporté un certain éclairage sur ce sujet qui est encore, à mon sens, assez méconnu, même si ça bouge, et qui voilà, il y a en tout cas besoin de le faire connaître un peu plus dans sa profondeur et dans sa globalité. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Donc le prochain podcast, j'évoquerai les mises en situation, comment c'était vécu, et puis un certain nombre d'aspects voilà, sur ce processus d'apprentissage. À bientôt.